Bonjour à toutes. Quoi? Il y a quelque chose qui vous interpelle peut-être? Est-ce que vous vous sentez aussi concernés, messieurs, par ma bonjour à toutes? Mais pourtant, ne vous inquiétez pas, j'ai comprise les hommes dans ma toute. J'ai comprise, oui. Vous connaissez cette règle. Avec l'auxiliaire avoir, la participe passé est invariable, donc féminine. Neutre. Neutre. Oui, je parle à la féminine universelle, une langue que j'ai inventée et qui, en fait, est l'exact inverse de la langue que l'on nous force à parler. Depuis qu'à l'école primaire, on nous a appris une terrible règle de grammaire. Qu'est-ce que c'était déjà? Le masculin l'emporte sur le féminin. Et bien moi, la féminine l'emporte sur la masculine. Pourquoi? Déjà parce que je suis une artiste, donc je fais ce que je veux avec mes chevals. Et puis en plus de ça, parce que j'en ai le droit, ne vous inquiétez pas, ma féminine universelle respecte tout à fait les droits de la femme. Mais attention, messieurs, ces droits de la femme, avec une grande F majuscule. Oui, tout à fait. Je rehausse un mot qui nous désigne, nous les femmes, pour vous faire croire que je parle aussi de vous. La belle arnaque. Ah oui, c'est interpellante. Mais du coup, si ça vous choque, ça veut dire que vous êtes aussi choqués, j'imagine, par la langue que nous parlons tous les jours. On est d'accord? Vous faites partie, messieurs, j'imagine, de ces hordes de garçons dont on parle souvent et qui, au CE2, quand on leur annonce en grammaire le masculin l'emporte sur le féminin, s'insurgent avec cette infinie empathie légendaire que vous avez pour les filles et les femmes et vous dites « mais c'est dégueulasse !» Vous dites « mais non, mais pourquoi on dirait « quelle heure est-il » alors qu'on dit 1 heure? On devrait dire « quelle heure est-elle » ? Pourquoi est-ce qu'on dit « il neige »,« il pleut »,« il mouille » alors qu'on dit « là, neige, là, pluie, là » ? Cyprine. Le mot c'est cyprine. Qui ne connaissait pas? Alors, j'imagine aussi que vous vous êtes insurgés quand récemment notre roi Emmanuel Macron, à l'inauguration de la nouvelle cité de la langue française à Villers-Cotterêts, a dit en français. Il faut prendre un air pathos. Il a pris des cours de théâtre. En français, le masculin fait le neutre. Il n'est donc nul besoin d'ajouter des points au milieu des mots pour les rendre illisibles. Oui, il a dit ça. Parce que lui, les points médians, vous avez cette option facultative que vous avez, si vous voulez gagner du temps à l'écrit, lui, il les met au milieu des mots. C'est-à-dire que s'il voulait écrire les collégiennes et les collégiens en allant plus vite, il ne met pas le point médian entre les deux N, non, il le met entre le I et le E. Forcément, tu trouves ça difficile, l'écriture inclusive. Et puis alors pour les personnes qui se diraient « non, mais le point médian, ça va pas, on n'arrive pas à lire, parce que si je vois collégien, point médian, NES, comment je le lis ?» Tu dis collégienne et collégien. C'est exactement comme si tu vois M majuscule, M minuscule, E, tu dis pas « me », tu dis « madame ». D'ailleurs, on dit « madame », vous êtes au courant? Pas mademoiselle, fini ça. Mademoiselle, ça veut dire « ma petite pucelle ». Vraie info, étymologiquement. Vous remarquerez que, comme par hasard, mon damoiseau est passé de mode. Mes petits puceaux. Alors moi, c'est pareil. Imaginez, nous sommes à Villers-Cotterêts et j'annonce, en française, la féminine fait la neutre. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que dans ma tête, les femmes l'emportent sur les hommes. Non, qu'allez-vous chercher? Oui, ça vous choque peut-être, mais vous savez quoi? Détendez-vous, elle n'y a pas morte de femme. Déesse merci. Est-ce que vous pensez que toujours, dans l'histoire, le masculin l'emporte? Que c'est de toute éternité? Qui pense que ça a toujours été comme ça? Vous dormez?
Qui pense que ça n'a pas toujours été comme ça? Il y a des abstentions aussi. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire vraie. Elle était une fois, oui, c'est une fois qu'elle était. Encore si on parlait, je ne sais pas, d'une histoire de cirrhose, tu vois, la vie compliquée des organes internes de Gérard Depardieu, par exemple. Là, on pourrait dire, il était un foie. Vous ne faites pas de Bill? Ça pourrait s'envisager. Mais là, non, la féminine universelle s'impose. Donc, elle était une fois un cardinal à la robe rouge. On l'appelait cardinal de Richelieu. Pour les personnes paumées, dans les Trois Mousquetaires, c'est le méchant. Et alors lui, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à digérer? Que, à son époque, les droits des femmes, ça va un tout petit peu moins mal que l'époque de juste avant. En même temps, c'est pas très compliqué, parce que l'époque juste avant, c'est la grande époque des bûchers, appelée aussi la chasse aux sorcières, c'est ça. Ouais, les hommes qui ont écrit l'histoire, ils ont appelé ça comme ça. C'est un peu comme la chasse aux œufs. C'est sympa. Alors qu'en fait, c'est un génocide des femmes qui a duré 400 ans dans toute l'Europe, mais ça, non, on ne nous l'a pas appris dans les livres d'histoire. Donc les bûchers, ça continue, sous le cardinal de Richelieu, mais il y en a un peu moins, ça le contrarie. Et puis, en plus de ça, les femmes prennent de plus en plus de place dans la culture. Lorsqu'une pièce de théâtre remporte un immense succès ou un roman, dans ce moment-là, souvent, ce sont des œuvres écrites par des femmes. Des femmes d'ailleurs que vous ne connaissez pas, moi la plupart non plus, puisqu'elles ont été effacées des livres de l'histoire et de la littérature par les hommes qui les ont écrits. Et donc, ces femmes-là, comme par hasard, elles écrivent contre les mariages forcés, pour une éducation égalitaire pour toutes et tous, contre l'esclavage, contre le cléricalisme, bref, que des trucs qui n'arrangent pas trop notre cardinal. Et enfin, à son époque, on est au XVIIe siècle, la France va connaître des grandes régentes de France. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une régente? C'est une dame qui règne sur le royaume pendant que, coup de bol, son mari est mort, et coup de bol, son fils est trop petit pour régner. Et c'est les seuls qui ont pu régner sur le royaume de France, parce que vous savez qu'ici, on a un microclimat qui s'appelle la loi salique, dite aussi loi des salopards. Et alors, c'est une règle depuis le Moyen-Âge où les gars ont dit que Dieu lui-même, parce qu'attention, il lui parle directement, a dit que si une femme règne sur le royaume de France, eh ben Dieu, il envoie une malédiction. Un truc sérieux, un truc biblique. L'invasion de criquets. D'ailleurs, à mon avis, c'est pour bientôt. D'où les moustiques tigres. Et alors, voici que notre époque va voir des femmes régner. Est-ce que vous connaissez des grandes régentes de France? Ouais, j'ai entendu. En général, on me dit Catherine de Médicis, mais parce que c'est celle qui a la plus grande légende noire. D'une manière générale, dès qu'une femme dirige quelque part, vous aurez remarqué qu'elle a une légende noire. Probablement, même dans vos familles, vous avez une meuf qui a un peu de caractère, elle a une légende noire, on est d'accord? L'image de ça, c'est la première à régner de plein droit sur le royaume d'Angleterre, qui n'a pas la loi des salopards. La première à régner, souvent on pense à Élisabeth, mais non, c'est Marie Tudor. Alors Marie Tudor, lorsqu'elle arrive sur le trône, c'est la première meuf, donc évidemment, vous imaginez bien qu'il y a 2-3 couillus qui sont vénères et qui complotent pour l'assassiner. Du coup, elle va les zigouiller avant. Moi, j'appelle ça de la légitime défense. Et bien, à cause de ça, on va l'appeler Marie la sanglante, Bloody Mary. Ça fait même un cocktail au jus de tomate. Alors que, à titre de comparaison, pour vous montrer le deux poids deux mesures, son père, Henri VIII, qui, pour rappel, est celui qui a inspiré le conte de Barbe Bleue. C'est-à-dire que le monsieur se mariait avec des dames qui survivaient rarement aux noces. Et bien lui, on ne l'appelait pas Henri le Sanglant. Non, lui c'est juste Henri VIII. Ça m'énerve. Et alors là, en France, on est un petit peu après, on va parler de Marie de Médicis. Elle se marie en seconde noces avec un roi qui est un petit peu le Gérard Depardieu de l'époque. Ça vous aide pas, ça marche avec tous les rois de France. Là, c'est un pote à Bayrou. Henri IV. Voilà. Et alors, Henri IV, il était marié avant ça avec la reine Margot, Marguerite de Valois, que vous connaissez sous les traits d'Isabelle Adjani. Vous savez, dans un film où elle passe tout le film à se faire culbuter dans les couloirs par un maximum d'inconnus, dans le but de choper absolument la syphilis.
Alors qu'autant vous dire que Marguerite de Valois, c'était pas ça, c'était une grande autrice, penseuse de son temps, extraordinaire, mais ça, c'est pas dans le film de Patrice Chéreau, dommage. Donc elle a milité pour divorcer, tellement elle voulait pas du gars. Elle y parvient, du coup il est sans femme et il repère une petite jeune en Italie, il la fait venir, il y a une cérémonie. Elle est mariée au roi de France, mais elle n'est pas reine de France. Pour une raison simple, c'est que déjà, lui, il ne s'est pas déplacé pour son propre mariage. Il n'est pas venu l'accueillir, tu vois, elle s'est mariée avec un type, il n'était pas là. Bon. Et puis en plus de ça, vous savez, on est en pleine guerre de religion, à ce moment-là, il est protestant, du coup, le pape est fâché tout rouge et il refuse de valider le paplard du mariage avec le tampon sacré de sa testicule papale. Donc, ça l'embête, parce que très vite, elle va donner naissance à Louis XIII, un type coiffé comme moi, et elle se dit, imaginons, peu de chance, mais hypothèse, que Henri ne meurt pas très très vieux de sa belle mort, ce serait dommage que je puisse pas régner pendant que notre fils est trop petit. Donc à son tour, elle va militer pour le faire devenir à nouveau catholique. Elle y parvient, cérémonie officielle, testicule, elle est reine de France. Nous sommes la 13 mai 1610. Mais que se passe-t-il la 14 mai 1610 au matin? À la faveur d'un embouteillage opportun rue de la Ferronnerie à Paris, Ravaillac, comment vous dire? C'est un type très énervé avec un long couteau. Du coup, Henri revient au Louvre, se vide de son sang, il décède et à côté, Marie est là genre « Oh non, oh c'est ballot !» Là où qu'on a du bol, c'est que ça fait quand même quelques heures que je peux régner, vas-y, raboule la couronne. Autant vous dire qu'avec un tel concours de circonstances, Marie, elle est un petit peu soupçonnée d'y être pour quelque chose dans le complot. Simplement, elle s'est débrouillée à ce moment-là pour être dans la même situation que Gérald Darmanin aujourd'hui. C'est-à-dire que quand elle est soupçonnée d'avoir commis un crime, c'est la patronne des gens qui font l'enquête et qui peuvent la mettre en tôle. Donc, évidemment, elle est très vite sortie de tout soupçon, puis on va torturer Ravaillac pour savoir qui c'est qui a trempé dans le complot, mais comment on commence opportunément par lui couper la langue. Bref, elle est tranquille. Elle va régner une bonne dizaine d'années, et puis c'est un règne plutôt sympa. Hein. Elle commence à... déjà, premier truc qu'elle fait, voilà, le lendemain, elle annule une guerre qui devait commencer le 15 mai 1610, une guerre que Henri IV avait décidée parce que... Non, vraie histoire, hein, tout ce que je vous raconte. Parce qu'en fait, il avait repéré une gamine de 12 ans qu'il avait très envie de violer. Donc là, s'il y a des mecs là, qui se disent « Non, mais c'était notre époque, vous serez gentils, vous ferez harakiri en sortant. » Et alors, ne me demandez pas pourquoi, mais à ce moment-là, quand on voulait violer une gamine tranquille, il fallait la marier à un pote. Bon, très bien. Donc il trouve un petit marquis, je sais pas quoi, il marie la gamine. Sauf que lui aussi, c'est un pédocriminel, pas de chance. Et donc, il l'emmène en Hollande. Et là, Henri a une réaction tout à fait pondérée. Hein. Il se dit « Pas de problème, je déclare la guerre à la Hollande. » C'est marrant parce que c'est les femmes qu'on traite d'hystériques. Quand est-ce qu'on va vous traiter de prostatique? Hein? Parce que nous, quand on est vénère, on claque une porte. Vous déclenchez des guerres, c'est un peu pénible. Et donc, Marie, elle dit, c'est quoi cette guerre, montrez-moi? Mais c'est de la merde, on annule. Et donc, elle va sauver des centaines de milliers de vies. Hein, première décision, des vies majoritairement de femmes et d'enfants, parce que dans tous les conflits, qui c'est qui trinque en fait? C'est nous. Et puis, voilà, elle va faire des choses contre l'insalubrité dans les grandes villes, contre la grande pauvreté. Je ne vous dis pas qu'elle est du NFP, mais c'est pas mal. Et puis, Louis XIII a grandi, il est en âge de régner. Au début, elle gagne un petit peu de temps, elle lui dit « Oh lolo, non mais va pas t'embêter avec des réunions, non ça va te saouler. Va continuer à t'amuser avec tes copains à Versailles, là. » Mais au bout d'un moment, c'est la risée de toute l'Europe, tout le monde le sait que c'est sa mère qui dirige, donc il arrive dans la salle du trône, où entre-temps, elle a nommé Richelieu ministre, c'est elle qui l'a fait, hein, c'était un petit prêtre paumé, enfin, voilà. Donc elle a nommé ministre, tu vois, et devant les deux, il dit « Mais on n'a pas de preuve historique, mais je suis sûre qu'il l'a fait comme ça. Rends-moi ma grande chaise. » Et là, elle a une réaction à laquelle personne ne s'attend. Au nez et à la barbe qu'il avait pointue du cardinal de Richelieu, elle va dire « Écoute, je le connais, machin. C'est moi qui l'ai fait. Il est nul. Il est totalement incompétent. Moi, en revanche, j'ai un CV long comme le bras, j'ai fait mes preuves, merci, je reste PDG de la France. » Ça, personne ne s'y attendait. Parce qu'il faut comprendre, elle fait ça contre son fils choisi de droit divin et Dieu lui-même qui parle de malédiction, tu vois. Donc, mesdames, la prochaine fois qu'on vous propose un poste, une promotion, quelque chose, et vous vous dites « Oh, mais je ne suis pas sûre d'avoir 192% des compétences requises. » Pensez Marie de Médicis. La meuf, elle a des ovaires, tu vois.
Sentiment de légitimité, pas de problème. Alors, Richelieu va la trahir. C'est la fameuse journée des dupes. Pourquoi? Parce que c'est un homme. L'ami Gendry sauve des vies. Et puis en plus de ça, parce que, elle a raison. Le machin, il est nul. D'ailleurs, dans les Trois Mousquetaires, c'est pas le règne de Louis XIII, c'est le règne de Richelieu. Donc Richelieu se dit, lui, je vais beaucoup plus pouvoir le manipuler, et puis pendant plus longtemps, puisqu'il est plus jeune, fatalement. Et donc, il va la trahir. Et donc là, tout le monde se dit, bon, elle va prendre sa retraite, la dame. Non! Elle va lever une armée contre son propre fils pour récupérer la couronne. C'est pas la suite dans les idées, ça? C'est pas mal, quand même. On ne dit pas ça comme par hasard dans les cours d'histoire. Tu auras remarqué. Bon, elle n'a pas assez de soldats, donc elle perd. Louis XIII ne peut pas zigouiller sa propre mère, ça ne se fait pas. Donc il l'envoie en exil à Blois. Je ne sais pas si vous connaissez Blois, les châteaux de la Loire, tout ça, c'est très joli. En plus de ça, elle part avec sa cour, ses bijoux, sa thune, elle n'est pas super à plaindre. Elle a 60 balais. On se dit, elle va prendre sa retraite. Non! Elle va faire, à ma connaissance, l'opération de com politique la plus stylée de l'histoire de France. Elle veut convaincre la population de Blois qu'elle est séquestrée, ce qui est faux. Elle va attendre qu'il y ait une fête de village devant le château. Et là, elle va prendre les draps, vraie histoire, les draps de son plumard. Alors attention, ne vous amusez pas à faire ça avec des draps Ikea qui se déchirent en 5 minutes. On est sur du lin solide qui se passe de génération en génération depuis Clotilde et Clovis, mais enfin quand même. Elle fait des nœuds, elle tisse une corde, elle accroche ça au pied du plumard et elle balance ça par la fenêtre du 4e étage, alors que c'est hyper abrupt, elle descend en varap. Vous taperez Marie de Médicis en sortant. Une meuf de 60 balais à l'époque, c'est une vieillarde. Elle a un corset de ouf, une robe hyper lourde, et sans mousqueton, sur 15 mètres, varap. Alors là, évidemment, les gens de la ville de Blois se disent « Oh, mais ce salaud de renégat de roi de France, il a enfermé sa propre mère !» Alors que non, elle aurait pu sortir par la porte en chaise à porteur. Et du coup, elle arrive à lever une seconde armée et à réattaquer Paris pour récupérer le trône. Bon, elle n'a toujours pas assez de soldats, donc il l'envoie en Allemagne, elle prend froid. Oh, comme elle nous manque, famage, Marie. Non, je n'ai pas dit fromage, je suis végane. Rendons famage à Marie de Médicis, qui d'ailleurs doit se retourner dans sa tombe. Parce que vous savez qui c'est qui habite chez elle en ce moment? Chez elle, c'est le palais du Luxembourg. C'est le Sénat. Gérard Larcher. C'est quand même assez paradoxal, parce que Gérard Larcher, vous savez, c'est ce monsieur qui a mis beaucoup d'énergie à essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas le droit d'avorter dans la Constitution. Ce qui est, du coup, paradoxal, parce que, à mon avis, Marie, elle était pour l'avortement. Même longtemps après la naissance. On pourrait revendiquer ça, non? Vous pensez pas que je tiens un truc, là? Un genre de droit de retrait. Pensez à la mère de Zemmour. Et donc, notre cardinal de Richelieu, il a assisté à tout ce moment-là. Mais il sait aussi que les femmes de France et de Navarre ont assisté à ça. Et que toutes elles se disent « Ah d'accord, donc on serait légitime à régner, en fait. » Et là, il se dit « Les meufs, comment je vais les calmer ?» Et c'est là qu'il a cette idée terrible d'inventer l'Académie française. Alors, comment vous dire? C'est un genre d'EHPAD. En or, avec dedans une population de couilles fripées blanches dans des slips en satin. Et ça n'a pas beaucoup changé. Et alors ces petits messieurs, ils vont décider de règles pour la langue française qui n'arrangent qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le langage structure la pensée, que nous pensons avec les mots que nous avons à disposition. Et que si je parle de manière oppressive, je vais penser de manière oppressive et agir de manière oppressive. Et ils vont bousiller la langue qui était équipée pour l'égalité et en faire une propagande misogyne. Avant, parce que lorsque je parle la féminine universelle, on me dit « Oh là là, mais vous bousillez la langue de... » Molière. Alors, les cyberharceleurs masculinistes qui s'en prennent à moi sur les réseaux sociaux
souvent n'ont pas lu Molière, hein, autant vous dire. Puis surtout, Molière, il n'a pas fait pipi sur la langue, là, c'est pas la sienne. Mais en plus, lorsque vous lisez Molière à l'école, vous le lisez détruit, dénaturé, bousillé, au masculin l'emporte. Mais si vous regardez sur Gallica les premières éditions ou les manuscrits, vous verrez que Molière, chez lui, le masculin ne l'emporte pas. Mais pas du tout. Molière, il a d'autres règles d'accord, comme Madame de Sévigné, Rabelais, Christine de Pisan, tout le monde. Il a par exemple la règle de proximité, dont on commence à reparler. Très facile, on accorde l'adjectif avec le mot qui lui est la plus proche. Donc, imaginez, les femmes et les hommes sont égaux. Hommes égaux, c'est à côté. Mais les hommes et les femmes sont... Voilà, très simple. Il a aussi la règle de majorité, mathématique démocratique où personne ne compte plus pour zéro. Si je parle de deux femmes et d'un homme, j'accorde à la féminine, évidemment. Normalement, vous êtes forte et fort en maths, on est d'accord. Et puis en plus de ça, il a la règle de choix. Là, par exemple, ça me saoule de compter, tu vois, j'ai pas envie. Et bien du coup, je peux choisir si j'accorde à la féminine ou au masculin, ce qui est très pratique pour choisir ma rime à la fin du vers, si je suis un poète ou une poétesse. Oui, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Après avoir bousillé la grammaire de manière politique, masculiniste, inique, concertée, ils vont créer les premiers dictionnaires. Et ça, c'est très pratique parce qu'on peut choisir quels mots sont autorisés ou interdits de dico. Par exemple, on a des traces de ces petits messieurs qui discutent et qui se demandent est-ce qu'on autorise ou pas le mot actrice. Alors, on les comprend parce qu'à l'époque, on est dans les années 1630, le mot actrice, il est assez nouveau. Pour une raison assez simple, c'est qu'on n'en avait pas eu besoin avant de ce mot-là. Puisque, et ça on ne nous l'a pas dit quand on a étudié le théâtre antique ou élisabétain à l'école, d'ailleurs Shakespeare était une femme, vous irez vérifier, mais il faut imaginer que dans toute l'Europe, les hommes ont interdit aux femmes de faire ce que je fais, de monter sur scène, pendant toute l'histoire de notre construction européenne. Sauf que quelques années avant, il y a eu un mouvement en Italie qui s'appelait la commedia dell'arte. Et ça se joue avec des gros masques, des gros costumes. Et la voix est transformée. Alors des femmes se sont planquées derrière. Certaines sont devenues des grandes stars. À ce moment-là, elles ont retiré leur masque, ouvert leur corsage, elles ont fait « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ainsi, elles ont obtenu de haute lutte le droit de monter sur scène. Alors les actrices débarquent à Paris. Ils disent « Bon, d'accord, on autorise le mot actrice. De toute façon, signification va marquer P-U-T-E. » Mais par contre, c'est à la condition qu'un autre mot, lui, n'entre pas dans le dico, alors que celui-là, il existe depuis des siècles et des siècles. À votre avis? Un acteur, une actrice, un auteur, une autrice. Ce mot-là, on le réentend, mais parce que les féministes se battent comme des dingues, Aurore Evin en particulier, depuis 25 ans. Avec des réflexions du genre « Ah non mais c'est moche, autrice !» Marrant, actrice, ça m'a jamais dérangé, mais autrice, c'est moche. On dirait une maladie. Et alors, ce mot-là, il existe depuis aussi longtemps qu'auteur. Ça vient du latin, autrix. En italienne, ça a toujours été autrice. Mais là, ils vont décider de l'interdire de dictionnaire. Les femmes de l'époque vont se battre. Madame de Sévigné va dire non, mais moi je suis une autrice en fait. Enfin, sinon j'aurais l'impression d'avoir du poil au menton. Elles vont se rebeller en fait. Mais ce n'est pas elles qui font le dico. Parce qu'eux, ils veulent actrices, mais pas autrices. Ils veulent que les femmes soient des muses, les amuses. Qu'elles soient procréatrices, mais pas créatrices. Qu'elles soient récréatives, mais pas créatives. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Autant il y a des mots qui rentrent facile dans le dico. Genre des métiers comme lavandière. Vous connaissez ce super métier, bien avant l'invention de la machine à laver? Quand des femmes, seulement des femmes, au lavoir, le dos courbé, les mains trempées dans l'eau gelée des rivières l'hiver, frottaient les grandes robes rouges du cardinal. Oui, parce qu'il était en robe. Les hommes en robe, ça ne date pas d'hier. Alors ça, lavandière, c'est un métier si dur physiquement, si sportif, que de mémoire de sorcière, on n'a jamais vu l'ombre d'un type lavandier. Ça rentre facile dans le dictionnaire. En revanche, il y a d'autres métiers qu'ils veulent se réserver. Et donc, ils vont faire disparaître la forme féminine qui était usitée jusqu'ici. Parce que je vais vous dire un secret. Lorsqu'on fait disparaître un mot, cela a pour effet d'effacer du même coup les possibles qu'il portait. Comment se rêver autrice, écrivaine, si les mots mêmes n'existent pas? Alors, nous devons réutiliser ces formes féminines. Par exemple, un peintre, une peintresse. Tout
tout à fait. Ces peintres qui choisissent leur forme et leur couleur, comme moi, en tant qu'autrice, je choisis ma vocabulaire et ma grammaire. On dit un docteur, une doctoresse. Celui-là, on s'en souvient en général plus. On dit un médecin, une médecine ou médecienne. Les deux existaient. Et pour les personnes qui se diraient « Ah non, mais médecine, ça va pas, parce qu'on va confondre avec la discipline », je vous signale que quand vous entendez que Gérard Depardieu a discuté avec son avocat, vous n'imaginez pas une seconde qu'il a parlé à un fruit. Si les homonymes, c'est possible, les femmes animes aussi. Et puis on continue. Un chef, une chefesse. Oui, il y a fesse dans chefesse. C'est très pratique pour s'asseoir sur un trône. Demandez à Marie. Et puis, du coup, un développeur, une développeuse, évidemment. Parce que si on s'appelle « je suis une développeur », alors ça c'est le heureux, ça c'est une arnaque totale, acceptée par les masculinistes de l'Académie misogyne, là, parce que ça les arrange, ça ne s'entend pas à l'oral. Et donc quand on dit, par exemple, « oui, je suis une entrepreneur », en fait ce qu'on dit c'est « j'ai créé une entreprise, mais vous inquiétez pas, messieurs, je reste illégitime et dérisoire sur ce qui reste votre territoire ». Alors vive les développeuses, les entrepreneuses, les informaticiennes, etc., etc. Petite parenthèse d'ailleurs, mais je vous signale que Molière, un autre truc qu'il pouvait faire, c'est que sur la même page, comme Madame de Sévigné et tout le monde, il pouvait écrire 4 fois le même mot de 4 manières différentes. Parce que jusqu'à l'Académie misogyne, on écrivait en phonétique. On n'avait pas d'orthographe. Allez-y, repensez aux 15 ans que vous avez passés à apprendre des règles débiles, avec des exceptions plus courantes que la règle. Eh bien, ça ne sert à rien. Ou si plutôt, ça sert à vous faire focaliser sur la forme plutôt que sur le fond, parce que quand on est focalisé sur le fond, on fait la révolution. Et ça les énerve. Alors, on devra abolir aussi l'orthographe. Bon. J'ai une question à vous poser. Nous sommes en 2025. A-t-on des raisons d'obéir à un cardinal mort? Très peu, très peu. D'ailleurs, même quand ils sont vivants, les hommes d'église, est-ce qu'il faut leur obéir? Non, c'est très dangereux. #Betaram l'abbé Pierre. Alors, oui. La langue française est équipée pour l'égalité. Nous avons, mesdames, la légitimité historique, linguistique, sémantique de parler une langue plus égalitaire. Pour tous ceux qui refuseraient de dire bonjour à toutes et à tous devant des assemblées mixtes, alors on dira bonjour à toutes. C'est ça l'avantage de la féminine universelle, ça déplace la fenêtre d'Overton. Tiens, on se dit après, bon, l'inclusive, c'est la moindre des choses. Quelque part. Puis essayez la féminine, hein. Vous allez voir, ça redresse. Mesdames et messieurs, essayez aussi de parler une langue dans laquelle vous êtes en permanence invisibilisé, minorisé, nié. Ou dans chaque phrase que vous dites est larvée, intégrée la supériorité des femmes et votre infériorité. Essayez, même pendant une demi-heure. Vous allez voir ce que ça fait. Là, c'est pour de fausses, pendant une petite demi-heure. Nous, c'est pour de vrai. Depuis 400 ans. Puis je vais vous dire, même si la féminine toujours avait été écrasée, même si le masculin l'avait toujours emporté de toute éternité, cette sale règle, je me serais quand même battue pour la changer. Quand une règle est injuste, on n'est pas tenu de la respecter. Merci. Merci infiniment. C'était une melting pot de plein de choses, spécialement pour aujourd'hui. Je vous souhaite 2 très belles journées. J'aurais adoré rester plus, mais je joue ce soir à Grenoble. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Allez, on sort les téléphones, parce que les masculinistes m'ont trouvé sur les réseaux sociaux. Si vous me trouvez aussi, c'est chouette.
Et puis voilà, faites-moi intervenir pour renverser un peu vos entreprises. Bisous!